Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Vous le voyez dans le couloir, évidemment, d'Espace. Notre invité ce matin, le grand oral à suivre un peu plus tard, M. Siaka Barry, président du parti Guinée Debout, ancien ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Il faut le dire, on le voyait venir, alors qu'il continue de se reconstruire et de construire sa nouvelle route vers un nouvel horizon. Mais après avoir quitté donc le gouvernement en août 2017, à la faveur d'un remaniement ministériel, on laissera un peu plus tard notre invité. Voilà, on va enchaîner, Titi. On parle de grève du SLEG cette fois-ci, mon cher ami. Oui, la grève du SLEG avec l'option de la confrontation qui semble être celle choisie par les deux camps, le gouvernement et le SLEG. Le SLEG qui maintient ses mots d'ordre de sitting à travers le pays, mais beaucoup plus à Conakry. Normalement, si on en croit ce qui a été dit le week-end à l'occasion de l'Assemblée générale du SLEG, oui, les anciens grévistes vont se retrouver à nouveau aujourd'hui à Kaloum pour un nouveau sitting. Donc ils vont tenter de tenir un sitting à Kaloum. On le sait que ce n'est pas évident parce que le gouvernement est dans une logique de tout empêcher, donc à la limite de réprimer les regroupements, les rassemblements. Ce n'est pas évident donc que ce sitting se tienne. De toutes les façons, l'intention est là. Les anciens grévistes vont essayer de s'organiser pour aller à ce sitting à Kaloum. De l'autre côté, donc, le gouvernement qui, de mon point de vue, n'est plus dans une logique, c'est ce que je constate, n'est plus dans une logique de trouver une solution par la voie du dialogue à cette grève, oui, qui donc perturbe les cours en Guinée par endroits. Ce n'est pas évident, c'est pas à l'échelle de tout le pays, mais il y a bien d'endroits de notre pays où les cours sont encore perturbés. On en est pratiquement à 2 mois maintenant que les cours ne se tiennent pas régulièrement partout dans notre pays. Donc l'inquiétude des parents d'élèves continue de grandir. Parce que les enfants de Guinée, tous n'ont pas la possibilité depuis la rentrée scolaire d'octobre, donc d'aller à l'école, d'aller tranquillement, sereinement, donc suivre les cours. Et ce qu'on peut souhaiter à la fin, c'est que la voie de la sagesse puisse donc être celle qui puisse guider à la fois le gouvernement et le SLEG pour que les deux parties enfin se retrouvent pour une sortie de crise dans ce bras de fer. Oui, allez-y Tamba. La grève est un droit, le dialogue est un impératif. Il faut absolument que le gouvernement ouvre ce dialogue-là et qu'il le tienne. Oui. Parce qu'au-delà des annonces qu'on a pu entendre, on veut négocier, il faut négocier effectivement. Parce que ce sont nos textes de loi qui l'imposent. Les syndicalistes, les travailleurs ont le droit d'aller à la grève, mais dès qu'ils vont à la grève, le gouvernement a le devoir, l'impératif d'ouvrir un couloir de négociation avec ceux qui sont à la grève. Ça, c'est une obligation. Et par rapport à cela, je ne reviens pas sur ce que Aboubacar évoquait tantôt. Depuis plusieurs mois déjà, les enfants ne vont pas à l'école, les élèves ne vont pas à l'école. Et d'ailleurs, il y a cet activiste de la société civile qui œuvre dans le domaine de l'éducation, Aboubacar Mandela Camara, qui entame dès aujourd'hui, je crois, et pour 3 jours, une grève de la faim pour interpeller le gouvernement guinéen. Parce qu'apparemment, on ne semble pas comprendre qu'on est dans une situation assez difficile. Il y a de ces spécialistes donc de l'éducation, ouais, Aboubacar Mandela Camara en est un, qui veut tirer la sonnette d'alarme et expliquer justement, amener le gouvernement à prendre une décision qui permettrait de revenir en classe. Il peut y avoir, chacun a ses positions. Le SLEG a sa position sur les 8 millions. Le gouvernement a sa position qui est celle de dire « je ne peux pas payer de l'argent sur le salaire de base », on l'aura compris. Mais il y a de ces éléments sur lesquels on peut s'entendre et ça ne se passe qu'autour de la table de négociation. Autrement, encore une fois, le gouvernement guinéen se sera défilé. Bien. Allez, notre invité dans ce studio, mesdames et messieurs, monsieur Siaka Barry. Pourquoi la culture était rayonnante hier jusqu'en 1984 et pourquoi aujourd'hui la culture est en léthargie profonde? C'est ça la question. La question, c'est que la culture, elle aussi, avait été au cœur des politiques sociale de la Première République, de la jeune République révolutionnaire de 1958 à 1984. Et la culture a été encadrée. Les hommes de culture étaient vus comme des acteurs sociaux à part entière, ouais, comme n'importe quel fonctionnaire. Et ils étaient traités comme tels. Ils avaient un statut. Une fois que l'État s'est désengagé
en 1984, dans un élan de libéralisation, élan sur lequel je ne suis pas en train de jeter l'anathème, qui était noble en soi-même, mais malheureusement qui n'a pas été suffisamment accompagné, faute d'un secteur privé fort, dynamique et capable de prendre la relève là où l'État l'a laissé. C'est ce qui a laissé aujourd'hui installer au sein de notre culture cet art qui a fini par endormir notre culture, qui aujourd'hui n'est même plus en train de dormir par certains endroits, plongé dans un coma profond. Il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il faudrait encore qu'on revienne aux fondamentaux d'encadrement de la culture. Maintenant, l'État, il n'est plus question que l'État revienne, mais il est question que l'État, par un partenariat avec le privé, puisse trouver des voies et moyens par le mécénat, par le sponsoring, à même de pouvoir prendre la culture à bras le corps et de faire de cette culture une culture rayonnante comme elle a été dans les années 60, dans les années 70. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Il est avec nous dans ce studio, c'est Akabari. Bonjour. Monsieur Barry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Les grandes gueules. Comment vous sentez, monsieur le ministre? Vous changez d'avis un petit peu par rapport à ce qui vient de se passer? Oh non. Pas du tout. Voilà, d'ailleurs, je vous remercie pour le rappel. Ouais. Cela montre que ma dynamique révolutionnaire ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est déjà une réponse pour ceux qui disent que j'ai été révolutionnaire seulement après avoir été ministre. Ouais. Alors, monsieur le ministre, comment l'on se sent lorsqu'en pleine mission, au compte de l'État, on n'est même pas rentré chez soi, et que l'on apprend comme ça qu'un décret a été pris pour nous remercier, pour nous mettre à la porte? Quel est le premier sentiment que l'on ressent? On se sent très mal. On se sent très, très, très mal. On se sent frustré et on se sent peiné. Mais on se sent ainsi si on est surpris par ce qui est arrivé. Une libération? Mais lorsqu'on n'est pas surpris, ouais. Lorsque cela est arrivé après avoir assumé avec courage une ligne directrice et une ligne idéologique, ligne qui a été à la base de votre rupture avec votre employeur, vous vous sentez soulagé. Soulagé. Vous vous sentez aujourd'hui déchargé d'une tare, déchargé surtout d'une démarche à laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Quelle a été cette ligne directrice qui a été à la base du divorce avec votre employeur? On aimerait bien en savoir. Et pour le savoir, il y a des précédents, il y a des antécédents. Il n'y a pas eu d'antécédents. Les grandes gueules. Il n'y a pas eu d'antécédents. L'employeur, il faut-il déjà rappeler son nom, c'est le président Alpha Condé, pour qui je garde beaucoup de gratitude, pour qui je garde beaucoup de reconnaissance, pour avoir d'abord jeté son dévolu sur un jeune cadre et exhiber ce jeune cadre-là donc à la face de l'opinion nationale et internationale. Ouais. Ça, c'est un devoir que je dois à mon éducation. Il n'y a pas eu d'antécédents. Il y a eu une très belle collaboration sur le plan technique, une très belle collaboration sur le plan administratif. Collaboration d'ailleurs qui a permis au tout jeune ministre que j'étais d'engranger des résultats tangibles et consistants à la tête de ce ministère. Et je le dis en toute connaissance de cause, s'il y a eu des succès engrangés en ces 20 mois de ministère, le président Alpha Condé y est pour beaucoup de choses. Justement. Et c'est pour cela justement que je le remercie partout où je passe. Et je profite de votre micro pour lui adresser cette reconnaissance sincère et éternelle. Maintenant, ceci dit, il a dû y avoir donc une méprise. On s'est mépris sur les personnalités les uns les autres. Le président Alpha Condé n'a pas pratiqué le jeune ministre Sia Kabari avant de le nommer. Donc, il ne savait pas à quel type de personnalité il avait affaire lorsque j'ai rentré au gouvernement. Je n'ai pas pratiqué le président Alpha Condé avant de rentrer au gouvernement. Donc, nous avons commencé notre relation certainement sur de la méfiance, parce qu'il y a un proverbe malinqué qui dit qu'une nouvelle amitié est toujours méfiante. Et donc, c'est cette méfiance qui a créé, je crois, un mauvais départ, et des esprits malveillants se sont incrustés dans la lézarde qui s'est fendue. Je vous attendais là malheureusement. Vous êtes un révolutionnaire et vous êtes sur les grandes gueules. Ici, on dit tout cru. Vous avez été victime des collabos, Bantamasso entre autres. Non, Bantamasso. C'est pas sincère, non. Regardez-moi dans les yeux, c'est Akabari. Dites-moi la vérité. Vous avez été victime de collabos ou pas?
Je n'ai pas été victime d'une personne en particulier. J'ai été victime d'un système. Non. J'ai été victime d'un système, pas d'une personne. Ça ne passe pas Vous du ne tout. pouvez pas faire de Batamasso le seul représentant de ce système. Ça ne passe pas du tout. Vous le savez très bien qu'il y avait un rapport. Il y avait un rapport sur vous. Vous le savez très bien. Et vous savez très bien que ce que je dis, c'est vrai. Batamasso a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je lui en suis totalement reconnaissant. Oui. Le ministre Siaka Barry n'aurait pas été. C'est Siaka Barry que vous avez devant vous aujourd'hui. Leader écouté par une frange de la jeunesse. Dans quel sens? Si Batamasso n'avait pas posé. Dans quel sens? S'il n'avait pas posé les actes que vous êtes en train de dénoncer. Batamasso n'est pas le seul représentant, encore une fois, de ce système. Batamasso, à lui seul, ne peut pas induire un président de la République nuisible à ce point-là, c'est Akabari. Disons les choses. Je suis désolé, Batamasso n'est pas nuisible. Eh bien voilà. Je suis désolé. Alors moi, on va y revenir, mais moi, j'aimerais que vous me définissiez le type de révolutionnaire que vous êtes. Parce que je conçois que vous êtes devenu révolutionnaire. Ce révolutionnaire, c'est le contre-coup du débarquement du gouvernement. En tout cas, c'est mon opinion. Vous êtes quel type de révolutionnaire? Vu que vous êtes en odeur de sainteté d'un point de vue relationnel avec le président de la République, vous révolutionnez dans quoi? Vous changez quoi? C'est le vague révolutionnaire des années 60 ou est-ce que c'est ce système d'aujourd'hui que vous voulez révolutionner? En particulier quoi? Vous savez... Quelqu'un a posé la question un jour à un leader, le leader Zhou Enlai, le leader chinois, de savoir quel a été le bilan de la Révolution française. Cette révolution date de 1789. Et on était déjà dans les années 80. Il a dit qu'il est très tôt d'évaluer la Révolution française. Une révolution qui date de 1789. La révolution n'est jamais désuète. Une révolution n'est jamais dépassée. C'est ce qui trompe aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont l'esprit formaté dans ce libéralisme ambiant et dans cet anarchisme dans lequel nous ne nous reconnaissons pas. La révolution guinéenne est une révolution éternelle. Le président Amer Sékou Touré l'a dit. La révolution sommeillera, la révolution tombera dans la léthargie, la révolution sera comateuse, mais la révolution ne mourra jamais. Cette révolution que vous pensez être désuète aujourd'hui, est une révolution qui m'a nourri, moi, de sa sœur nourricière. Vous demandez quel type de révolution? Voilà, aujourd'hui, c'est cette révolution que Lamine vient de rappeler ici par un de mes passages. Et je crois que c'était l'un de mes premiers passages ici sur les Grandes Gueules. Où, en tant que ministre, j'étais en train de glorifier, j'étais en train de magnifier la révolution socialiste du président Amer Sékou Touré. D'accord. Il y a un problème. Ce passage, non, permettez que l'on puisse avoir des réponses assez précises. Vous dites, vous faites appeler révolutionnaire Siaka Barry, le révolutionnaire, on peut le voir. Mais je veux savoir, à quel combat vous attaquez-vous? L'idéologie, tu veux dire? Non, il y a une cause. Chaque révolution est attaquée. Moi, je veux savoir quelle est cette cause-là. Et Lamine Guirassy avait passé un... C'est une belle question. Justement, pour y arriver, Lamine Guirassy avait passé un passage où vous dites que la culture est dans le coma. Vous y avez passé quelques années. Est-ce que vous l'avez réveillée, cette culture qui était dans le coma? Vous posez plusieurs questions en une. En même temps, allons-y. Vous posez plusieurs questions en une. On ne pourra pas aller ainsi. Nous allons partir d'abord par la définition de la révolution que nous voulons mener, avant de venir aux aspects administratifs, aux aspects techniques de mon passage au ministère. Je crois qu'on va faire la part des choses. Il faut qu'on soit méthodologique. La révolution dont nous parlons, elle n'est pas différente de cette révolution d'Amer Sékou Touré et de ses combattants. Je l'ai dit sur certaines autres chaînes chez vos confrères, que je ne suis pas un nostalgique. Je ne suis pas nostalgique d'Amer Sékou Touré. Je ne suis pas nostalgique du Cambouaro. Je ne suis pas nostalgique de la révolution socialiste de 1964. Je ne suis pas nostalgique. Ce que je suis un fier Guinéen qui veut assumer son histoire, son passé révolutionnaire avec courage, dans tous ses aspects, dans ses aspects actifs et dans ses aspects passifs. Et pour ce faire, je ne magnifie pas seulement l'œuvre d'Amer Sékou Touré comme révolutionnaire. Je magnifie l'œuvre de tous nos pères dévanciers comme révolutionnaires. Je rends hommage au même titre à Amer Sékou Touré, que je rends hommage à un Saïfoula Diallo, que je rends hommage à un Barry Diawadou, que je rends hommage à un Keïta Fodeba. Mais vous n'êtes pas sans savoir quand même que Barry Diawadou et Keïta Fodeba ont péri au Cambouaro. Mais ils ont fait la révolution. Ils ont mené, ils ont sémé les germes de cette révolution. Et c'est cette révolution-là qu'ils ne sont pas en train de réveiller d'ailleurs. Cette révolution n'est jamais morte.
En 1984, ceux qui pensent qu'ils ont donné le coup de grâce à la révolution se sont trompés. Alors, cette révolution n'est jamais morte. Barry, on va rester dans le présent. D'accord, vous voulez réveiller. Mais dans le contexte actuel, à quoi vous sert ce passé? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi les raisons justement de votre lutte à travers cette révolution? Les grandes gueules. À quoi nous sert le passé? Kémy Séba fait une révolution contre le franc CFA, contre le néocolonialisme et tout ça. Maintenant, vous, c'est contre quoi? Voilà, tout révolutionnaire d'abord est un anti-système. Et c'est ce positionnement anti-système qui nous a mis très malheureusement en mal avec ce grand homme, que je remercie encore une fois, le président Alpha Condé, très malheureusement qui a été victime de ceux-là qui savent qu'il y avait un divorce idéologique entre nous depuis ma rentrée au gouvernement. Je suis rentré au gouvernement avec une idéologie. Les grandes gueules. Et je vous rappelle que c'est cette idéologie qui m'a fait suivre l'homme Alpha Condé. Voilà. On n'avance pas, on a beaucoup de questions. Dites-nous clairement, qu'est-ce que vous combattez, Monsieur Barry? Quand Monsieur Barry vous dit qu'il est anti-système, qu'est-ce qu'il combat? Répondez à la question. Il combat un système. Et ce système qui est là, c'est ce système que nous avons hérité de la colonisation. Parce que les gens diront que le système date de 1984. Je m'inscris en faux. C'est ce système que nous avons hérité de la colonisation, qui s'est transformé en anti-révolution ou en contre-révolution pendant les 26 années de l'exercice du pouvoir par Ahmed Sékou Touré, qui a continué donc sous d'autres formes et qui est en train de se muer aujourd'hui en une gérontocratie, à une plutocratie et à une oligarchie. Voilà ce que nous combattons. Voilà ce que nous combattons. Merci beaucoup. On aurait pu ajouter kleptocratie. Alors, quand je me mets un peu dans l'acception de la chose, du socialisme, parce qu'on a un peu lu également, alors le socialisme, il pense d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Est-ce que vous êtes entré dans le gouvernement comme vous êtes ressorti du gouvernement? Vous savez un peu de quoi je parle. Est-ce que vous êtes entré avec des, entre guillemets, ayants? Est-ce que vous êtes ressorti paré comment dirais-je, je vais dire de fils cousus avec de l'or et tout cela? Est-ce que vous êtes ressorti riche? Parce que un révolutionnaire, un socialiste, il n'est pas là pour s'en mettre plein les poches. Ça, c'est la première question. C'est bien dit. Alors, la deuxième question, c'est, dites-moi, rassurez-nous aujourd'hui, vous donnez tellement de fleurs, de roses au président Alpha Condé ce matin, que mon petit doigt me dit, est-ce qu'il n'a pas envie de le charmer à nouveau pour revenir au gouvernement sous d'autres formes? Rassurez-nous. Les grandes gueules. Voilà, surtout qu'il y a le ministère de l'Unité nationale qui n'est pas promu, qui est libre. Voilà. Donc on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes en pleine campagne ici pour ça? Les grandes gueules. Vous parlez à un mathématicien. J'ai mes camarades de promotion qui sont là. J'ai beaucoup excellé en mathématiques lorsque j'étais à l'école. Et je vais vous dire quelque chose. Il est plus facile en Guinée de garder un poste ministériel que de le perdre et vouloir revenir. Je pouvais tout faire pour garder ce poste jusqu'à la fin du régime d'Alpha Condé. Ne me croyez pas aussi bête. Je suis très bête, c'est vrai. Mais je connais les astuces qui permettent aux autres de garder les postes. Je le sais. Et parmi ces astuces, souvent, il y a la démagogie. Je ne suis pas dans ce registre-là. Ce que je sais, je savais plusieurs mois avant que le chemin que j'avais eu à emprunter me faisait quitter mon poste. Quel chemin? Vous étiez clandestin? Mais je parle encore une fois. Vous avez vu quel ministre en exercice qui crée un mouvement révolutionnaire en exercice qui n'est pas caché? Mais c'était clandestin. Donc c'est ce qui vous a emporté. Mouvement qui tient des conférences publiques. Je vous rappelle que la dernière conférence avant mon limogeage s'est tenue le 12 août. Je vous donne la date. Le 12 août 2017, c'était à l'Université Générale Lansana Conté. Et qui était le conférencier? Je vais vous le dire, c'était la conférence de Génération Debout. C'était pas caché. Le conférencier ce jour-là, c'était Aliouba et Ahmed Kourouma. Ils sont là pour témoigner. Et durant cette conférence-là, tout ministre que je suis, cette association, ce jeune mouvement a dénoncé les tentatives de tripatouillage constitutionnel pour maintenir le président Alpha Condé au pouvoir. Vous sortez-moi un ministre qui peut le faire. Sortez-moi un seul ministre. Dites-moi le nom d'un seul ministre. Et encore, je reviens. Mon dernier discours, le fameux discours d'Accra. Il ne faut pas qu'on falsifie ma jeune histoire. Le fameux discours d'Accra, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez le président Alpha Condé, revoyez ce discours. Il y a eu des sites courageux qui ont eu à reprendre le discours. Je rends hommage à ces sites après mon limogeage. J'ai dit dans ce discours à Accra devant les étudiants guinéens que j'ai honte aujourd'hui d'appartenir à un système comme on le voit en Guinée. Que ce que je vois comme respect
comme dévotion à la mémoire de Kwame Nkrumah ici à Accra, et comparé à ce qui est donné comme respect ou comme dévotion à la mémoire d'Ahmed Sékou Touré à Conakry, que je suis peiné pour ma nation. Et j'ai ajouté qu'en tout cas pour ma part, je reste et demeure révolutionnaire dans le corps et dans l'âme. Bien. Sortez-moi un seul ministre qui peut tenir un tel discours au moment où il est en fonction. Sortez-moi. Je peux vous poser cette question. Attendez, les gars. Justement, je vais rendre hommage à Gassama. On en reviendra. On en reviendra. Mais on en reviendra. Donc voilà, j'ai assumé. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Mais attendez. Les grandes gueules. Oui, voilà. Mais oui. Voilà, pourquoi vous n'avez pas démissionné? Pourquoi il n'est pas fait comme Khalifa Gassama? Ça reste quand même. Ça reste tout de même une tâche noire. Non, mais si. C'est perçu comme ça. C'est perçu comme ça dans l'opinion. C'est puéril. Vous aurez pu démissionner. C'est enfantin. Mais non. Écoutez, je vous dis, c'est puéril et enfantin. Oui. Tout ça, ça me fait rire. Vous savez, le mot démission, pourquoi ça me fait beaucoup rire comme ça? Oui. Vous savez ce qui a été dit au président de la République? Si vous ne le débarquez pas, il s'apprête à démissionner. Mais ce n'est pas un duel au pistolet. Le président Alpha Condé s'est cru en duel au pistolet avec moi. Il a dégainé en premier, il a tiré, il est un bon Django. Les grandes gueules. Il était un bon Django, mais je rappelle, que Django cette fois-ci avait en face de lui Highlander. Eh ben... Qui renaît. Mais il a tiré plus vite. Il a tiré plus vite. C'est ce qui est enfantin. On ne cherche pas une administration comme ça. Et aujourd'hui, rien ne certifie que vous vouliez quitter avant qu'il ne vous... Je ne le dis même pas. Je lui dis qu'il est un bon Django. Je lui tire le chapeau. Mais est-ce que Django a tué Highlander? Highlander est dans votre studio aujourd'hui. Oui, mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas eu le courage à l'époque, puisque vous vous êtes assumé à travers ce jeune mouvement que vous avez mis en place, qui tenait des conférences à l'occasion desquelles vous vous exprimez ouvertement contre le système auquel vous appartenez. Vous vous rappelez ce discours au vitriol que vous avez tenu à Accra, qui, de votre point de vue, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et vous tenez tous ces discours. Et donc, vous vous démarquez de la ligne. Et vous avez tenu un discours contre les manœuvres de tripatouillage de la Constitution pour permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Avec tout ça, M. Siaka Barry, vous restez dans ce même système. Vous ne trouvez pas cela paradoxal, contradictoire? Mais vous savez, incohérent. Quand vous parlez de rester dans un système, vous êtes en train de faire aujourd'hui le procès d'un ministre qui n'a eu que 20 mois d'exercice. Tout ce qu'on dit là, c'est dans 20 mois. Tout ce qu'on dit là, ce n'est pas dans 6 ans comme Gassama. Ce n'est pas dans 8 ans comme d'autres l'ont fait. Ce n'est même pas dans 15 ans comme d'autres qui sont aux manettes depuis le temps de Lansana Conté. C'est en 20 mois qu'on est en train de parler. L'autre question, on peut retourner la question. Qu'est-ce que vous cherchez à l'intérieur d'un système? La période probatoire est de 2 ans. Oui, mais qu'est-ce que vous continuez? Pour permettre à l'employé et à l'employeur de se jauger. Qu'est-ce que vous continuez à chercher à l'intérieur d'un système auquel vous ne vous reconnaissez plus? En fait, un système contre lequel vous étiez en train de vous battre, contre lequel vous étiez en train de vous élever. C'est important, oui. Ce que vous oubliez que dans toute organisation humaine, il y a des courants. Le RPG n'est pas... Moi, je ne suis pas venu au RPG comme les militants de la 25e heure aujourd'hui sont en train de s'abattre sur lui, comme la manne et la caille descendues sur Moïse. Je ne suis pas de ce genre. Je suis venu au RPG par conviction. Je suis venu au RPG au moment où je n'avais pas encore ma majorité électorale. Le RPG est notre bébé à nous. Si je vois... Même si vous n'avez pas de carte de membre. Je n'ai pas de carte de membre, je parle de sympathisants. Si je vois notre leader en train de s'éloigner de la vision originelle, prise en otage par ceux-là qui ne connaissent rien de cette lutte-là, par ceux-là qui n'ont pas participé à cette lutte. D'ailleurs, au pire, par ceux-là qui ont voulu piétiner et empiéter cette lutte-là, vous pensez que je suis celui-là qui va jeter tout de suite l'éponge et ne pas tenter, je vous dis bien, on parle de 20 mois, et ne pas tenter de rectifier le tir. Alors, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui s'est tramé comme complot autour de moi et derrière moi à Sékou Touré, lorsqu'on me les rapportait, on me les rapportait. Lorsqu'on me les rapportait, comme l'a dit Lamine, j'en souriais. J'ai dit que je prendrais cela simplement comme une observation de l'attitude du président en qui j'avais confiance. Et vous ne l'avez jamais rencontré pour en parler? Justement, c'est ma démarche. Vous ne l'avez jamais rencontré pour en parler? Si ma démarche dérange le président de la République, c'est qu'il n'est plus fidèle à sa conviction. Est-ce qu'à un moment... Puisque je suis resté fidèle à sa conviction. Et le jour qu'il a eu le courage de prendre le décret, je me suis dit, eh bien, c'est fait.
le président de la République, apparemment, n'est plus favorable à la démarche originelle qu'on avait tracée. Puisque vous aviez du respect pour cet homme qui a décidé de vous approcher, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous l'aviez approché pour lui dire, tenez, monsieur le président, vous êtes en train de vous éloigner de votre ligne, ce pourquoi je vous ai rejoint. Et après tant d'années, après votre départ, est-ce que vous continuez de voir le président de la République comme un monsieur victime de ce système, ou bien aujourd'hui, lui-même, il entretient ce système? Le président, vous savez, il y a Coluche, qui est un grand penseur français, qui disait que le métier de politique n'est pas difficile. Il suffit d'avoir bonne conscience et mauvaise mémoire. Le président a bonne conscience, certainement, mais il veut aussi avoir mauvaise mémoire. Et c'est ce que nous avions voulu empêcher en restant à ses côtés. Maintenant, est-ce que nous lui avons dit? Moi, je rappelle tous mes faits avec des dates. En septembre 2017, lorsque j'étais en train de lancer le Festival national des arts et de la culture, j'ai interpellé publiquement dans un discours public le président de la République en lui disant qu'il doit avoir le courage de reprendre la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé, parce que ça a été sa promesse de campagne. Et ce jour, le président a répondu que c'est tout à fait vrai et qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis resté fidèle et j'ai toujours donné ces conseils, modestes soit-il, au président de la République. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à lui donner des conseils modestes, en tout cas par d'autres voies. Il est toujours victime du système, de ce système. Le président n'est ni victime, ni bourreau. Il entretient le système. Ce qui est là aujourd'hui, c'est un jeu de dupes. Le président pense manipuler son entourage et son entourage aussi pense le manipuler. Voilà, on est dans un jeu de dupes et cela crée le climat délétère que nous connaissons aujourd'hui, et cela enfonce de plus en plus notre pays dans le chaos que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, Siaka Barry, il faut le rappeler, un président du parti Guinée Debout, ancien ministre de la Culture, des Sports et du patrimoine historique. Notre invité ce matin chez les GG. Est-ce que vous êtes un socialiste riche ou pauvre après votre passage au gouvernement? On parle, et c'est à vous de confirmer, parce qu'il n'y a pas de preuves, mais de villas somptueuses à l'actif de Siaka Barry, de l'argent et tout ça. Parce que, voilà, quand on vit au gouvernement, dans le subconscient guinéen, c'est un peu pour s'en mettre plein les poches. Qu'en est-il réellement? Et l'autre question, c'est qu'il y a une photo de vous qui revient tout le temps sur la toile. C'est Siaka Barry en train de lire le livre L'homme engagé. L'Africain engagé de Alpha Condé. Justement. Alors, est-ce que aujourd'hui, la déception que vous avez vis-à-vis du nombre de combat, de l'espoir que le président Alpha Condé incarnait, est-ce que vous pensez que c'est une déception qui est ressentie par son proche entourage? Parce qu'au-delà de vous, il y a d'autres personnes qui disent avoir soutenu l'opposant Alpha Condé et aujourd'hui qui sont déçus énormément de sa gestion au pouvoir. Non, ben, vous vous trompez. Le proche entourage du président Alpha Condé est aux anges. Le proche entourage, ce ne sont pas justement ces militants de première heure. Le proche entourage aujourd'hui, ce sont les prébandiers, ce sont les démagogues, ce sont les militants qui sont descendus comme la manne. C'est ceux-là le proche entourage et ils sont aux anges. Hein, et c'est la coule douce. Ceux-là qui sont loin du procès Alpha Condé aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai dit qu'il a bonne conscience mais mauvaise mémoire, c'est les militants à la base. Voilà pourquoi j'ai dit le plus souvent que le mouvement Génération Debout, tout comme le parti Guinée Debout, est vu par moi comme un simple courant. C'est un courant au sein d'une vision. J'ai suivi le professeur Alpha Condé, auteur de la Guinée-Albanie d'Afrique. Les grandes gueules. Et lorsqu'il écrivait cela, il était l'un des révolutionnaires les plus convaincus de l'Afrique. Et il était en train de jeter l'anathème sur le président Ahmed Sékou Touré en trouvant le président Ahmed Sékou Touré moins révolutionnaire. Si ce monsieur arrive à convaincre un jeune loup comme moi pour le suivre sur cette voie révolutionnaire, et qu'au milieu du gué, ce monsieur abandonne cela et se fasse entourer par des anarchistes et des ultralibéraux, vous allez savoir qu'il peut faire bonne conscience, mais il aura mauvaise mémoire. Maintenant, le procès Alpha Condé de 1993, revoyez ses discours. Revoyez les pamphlets qu'on avait dans la revue Seketi. Revoyez les pamphlets qu'on avait lorsque le mouvement national démocratique MND avait été fondé par le procès Alpha Condé. Essayez de comparer ces discours-là aujourd'hui aux agissements du procès Alpha Condé. Vous allez savoir qu'au milieu du gué, nous qui avons suivi l'homme, nous avons été orphelins. L'homme nous a sévrés et il a suivi une voie qui n'était pas notre voie originelle. C'est ça la vérité. Allez-y, voilà. On va essayer de parler de votre parti, Guinée Debout. D'abord, le mouvement. Il y avait le mouvement Génération Debout qui s'est mué en parti politique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le parcours, les motivations d'abord? Parce que vous avez dit que vous étiez d'abord, c'est au moment où vous étiez à l'intérieur du système que vous avez mis en place ce mouvement.
de quel besoin cela procède et quelles ont été les stratégies et les moyens sur le terrain pour la conquête, donc pour charmer les jeunes de Guinée, parce qu'on vous a vu un peu partout à travers la Guinée pour mettre en place des antennes. Ça a été quand même quelque chose qui a été très suivi, avec beaucoup d'attention par la jeunesse. Comment vous vous y êtes pris? Bon, j'ai en effet que surfer sur l'aspiration profonde de cette jeunesse-là, à rompre avec toutes les pratiques du passé, pratiques qui nous ont enfoncés aujourd'hui dans cette léthargie que nous connaissons ou dans ce chaos politique qui est en train de nous guetter. Je n'ai aucun mérite dans la mise en place d'un tel mouvement. Mon seul mérite, c'est d'avoir compris que la jeunesse guinéenne, qui représente 70% de cette population, reste mal écoutée ou parfois même reste non écoutée. J'ai compris que cette jeunesse-là porte en elle des aspirations, mais malheureusement, qu'elle devient de plus en plus marginalisée, de plus en plus stigmatisée, surtout dans les sphères de prise de décision. J'ai compris cela parce que j'étais l'un des ministres les plus proches des aspirations justement de ces jeunes. Un ministre des Sports et de la Culture est au cœur des aspirations des jeunes. J'ai su les écouter, j'ai su faire la part des choses. S'il fallait donc choisir entre une démarche carriériste et prébandière pour avoir ou pour maintenir mon strapotin, ou s'il fallait entrer dans l'histoire en luttant auprès de cette jeunesse-là courageusement, même en perdant le poste, j'ai fait le parti et j'ai pris le parti de la jeunesse. Voilà. Où vous en êtes aujourd'hui, parce que c'est très important. On va parler d'un mouvement, allez, comme les Gilets jaunes, c'est pas possible. Ben, les Gilets jaunes, voilà. Les grandes gueules. Sur l'actualité politique, l'opposition est dans un bras de fer avec le gouvernement. L'opposition demande l'application des accords du 8 août, mais en même temps des accords beaucoup plus larges en ce qui concerne le dédommagement des victimes, les accords du 12 octobre. Alors, et c'est par la rue que l'opposition républicaine compte faire fléchir le gouvernement. D'abord, votre analyse sur la méthode qui est utilisée, la rue. Est-ce que c'est une issue? Est-ce que ça peut produire des résultats? Bon, au lieu de tomber sur les faits, j'aimerais d'abord épiloguer sur la cause. Je crois que et l'opposition qui se dit républicaine aujourd'hui et cette mouvance ont voulu duper celui qu'il ne faut pas duper. C'est-à-dire tromper celui qu'on ne peut jamais tromper, le peuple. Ils se sont rencontrés autour d'une papyrus qu'ils ont appelée un accord. Papyrus autour de laquelle en fait ils ont accepté librement de contourner les lois de la République, de fouler aux pieds les lois de la République pour préserver leurs intérêts égoïstes et leur bassesse dans les calculs politiques. Quand, entre eux, cela arrive, comme vous appelez accord ou convention, je ne sais pas, mais qui contourne la loi, j'appelle cela tout simplement un gangstérisme politique. Parce que contourner la loi, quel que soit le motif ou la motivation, les grandes gueules. Ils l'ont fait. Et dans un accord entre gangsters, c'est le plus rusé et le plus fort qui l'emporte. Donc, nous sommes en train d'assister à des ruses, à des forces, et souvent même à des duperies et à des tromperies, à des coups de croc à jambe, à des feintes entre eux. Et la politique ne doit pas se bâtir justement sur ça. À Kidia, il y a eu la ruse. À Boké, il y a eu la ruse. Maintenant, j'entends Sidia, la semaine passée, dire oui, le RPG ne gagnera plus une circonscription avec nous parce que nous aussi, nous savons ruser. Voilà c'est à quoi on ne doit pas aujourd'hui s'adonner. Voilà l'image qu'il ne faut pas donner de notre sphère politique. Voilà pourquoi nous prônons et nous continuons à prôner ce renouvellement générationnel pour lequel nous sommes en train de nous battre depuis que j'étais ministre. Allez, mais cette question justement, cette politique aujourd'hui, je parle de la classe politique guinéenne, vous êtes dégoûté? Bon, dégoûté, on peut le dire, mais déçu quand même. Déçu? Déçu comme tous les Guinéens. Ouais. Sauf ceux qui tirent leur épingle du jeu. Ouais. Et ça, c'est le jeu économique, tout simplement. C'est pour des bassesses économiques que ceux-là ne sont pas déçus. Mais je suis déçu. Je suis déçu comme les 12 millions de Guinéens parce que je pense que l'apanage d'une classe politique, c'est de se battre pour être une force de proposition à même de créer des conditions de bonheur, de paix, de stabilité. Les grandes gueules. Mais notre classe politique, vous l'avez une fois surprise dans des débats sociétaux. Jamais il n'est question de débat sociétal. Non, alors, si vous êtes déçu de ce système politique aujourd'hui, parce que c'est ce qui se dessine dans vos propos, ce qu'on lit dans vos propos, finalement, quel va être votre positionnement? Justement. Quel va être votre positionnement dans cette arène politique
qui vous déçoit? Nous l'avons défini, le parti Guinée Debout est un parti socio-démocrate. Pour soulager un peu mon ami Moussa Moïse, nous ne sommes pas un parti socialiste pur et dur. Moi, je suis socialiste pur et dur. Je l'assume. Mais puisque je ne fais pas seul le parti est un parti socio-démocrate. Et comme tel, notre positionnement se rapproche du centre. Ouais. Nous ne sommes ni de cette opposition qui se dit républicaine, ni de cette mouvance dans laquelle nous ne nous reconnaissons plus. Nous pouvons continuer et nous croyons devoir continuer notre combat avec nos convictions socialistes au sein d'un parti socio-démocrate, tout en gardant notre équilibre au milieu. Bien, on va parler de votre mentor, Kassori Fofana, 6 mois à la primature, un bilan. Mais comment voulez-vous faire le bilan du néant? Du néant? Oui, mais bien sûr. Kassori n'a pas eu la chance d'abord d'exprimer son talent. Il ne l'a pas eu. Je ne suis pas en train de le défendre. Mais si. Je ne le défends pas. Mais non. Si. Il n'a pas eu. Il est rentré sur des crises. Non, Kassori est rentré sur des crises. Cohérent, certainement, il s'y prend mal. Il s'y prend mal dans la gestion de ces crises. Il s'y prend mal dans la gestion des crises. Mais non, ça passe pas. Je suis d'accord. Ça passe pas. Non, ça passe. Non, mais ça passe pas, c'est pas possible. Il est rentré sur des crises. Vous parlez d'un système. Je commence d'abord. Écoutez, l'histoire est têtue. Mais si. L'histoire est têtue. Kassori est rentré d'abord sur la crise du carburant. Qu'il a géré. Ouais. Cette crise-là n'a pas été provoquée par lui. Rendez à César ce qui appartient. Les grandes gueules. La crise du carburant était une patate chaude qui attendait le gouvernement entrant. Kassori l'a géré tant bien que mal. J'ai des reproches à faire dans la gestion de cette crise. Certainement ici est mal pris par endroits. Après la crise du carburant, il est tombé dans la crise enseignante. Sans compter dans la crise post-électorale liée aux élections communales. Il est venu un homme serein et on lui a mis tout de suite la tunique du sapeur-pompier. Qu'est-ce que voulez-vous? Il va jouer d'abord le rôle de sapeur-pompier avant de pouvoir exprimer son talent en tant qu'homme serein. Donc, vous croyez en son talent parce qu'il a été, à un moment donné, on peut l'estimer, un coach ou un mentor pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il est l'homme de la situation? Si jamais aujourd'hui on était sorti de toutes ces crises multiformes, si aujourd'hui on était dans un contexte de sérénité, de stabilité politique, vous pensez que l'homme est réellement l'homme de la situation qui peut porter ce pays vers des aspirations meilleures? Je puis vous assurer d'une seule chose que je connais chez l'homme, c'est sa volonté. Je puis vous assurer qu'il en a la volonté. En aura-t-il la capacité dans ce chaos qui se généralise de plus en plus? Là est une autre question. Oui. Kassori avait la volonté d'apporter son grain de sel à l'édification d'une Guinée meilleure, en mettant donc en exergue ses compétences et son expérience. Je le sais. Pour avoir approché l'homme à un moment donné, je ne suis plus proche tout à fait de lui, mais pour avoir approché l'homme à un moment donné, ça, je sais qu'il en avait. Maintenant, est-ce que le contexte ambiant lui permet de mener à bien donc cette démarche-là et de mettre en pratique cette volonté? Là est une autre question. Mais je vous dis encore une fois qu'il n'est pas tombé sur un contexte favorable. Bien. Voilà, le président de Guinée Debout, notre invité ce matin, et c'est un lutteur qui insiste sur cette question. Moussa a posé 2 fois la question sur vos biens, mais vous ne répondez pas. Oh non, mais je voulais toujours répondre, c'est ce qui est même plus intéressant. Ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il me tend la perche là. Allez-y. Je vais simplement lui répondre en rappelant quelque chose sur ma jeune histoire, très mouvementée, c'est vrai, parce que 20 mois d'histoire, mais qu'on passe des années à commenter. Je suis le seul, et sans fausse modestie, et unique ministre de l'histoire de la Guinée à déclarer ses biens avant d'entrer en fonction et après avoir quitté ses fonctions. Le seul et unique. Ça, c'est inédit, ça. Et ça, c'est inédit. Il y a une adéquation? Justement, je l'ai fait et je vais vous raconter une petite anecdote. Le jour de ma passation de service, après mon limogeage, j'entre dans le bureau du président Kéléfa Sall qui me demande: qu'est-ce que vous êtes venu faire, monsieur le ministre? J'ai dit: je suis venu pour déclarer mes biens. Il dit: ah bon? Vos biens, après, vous avez été démis, non? J'ai dit: oui, je suis venu déclarer mes biens. Il était surpris parce que ce n'est pas une pratique en Guinée. Et je lui ai rappelé que la Constitution impose cela à tous les ministres. Et je lui ai dit: monsieur le président, veuillez en faire bon usage. Veuillez comparer ma déclaration de départ à ma déclaration d'arrivée. Que répondez aux gens qui parlent de cette somptueuse villa que vous avez, je pense, du côté de Lambagne sur une mabeuse? Les grandes gueules. Vous dites à ces gens
que la villa n'appartient pas à monsieur le ministre Siaka Barry, que la villa appartient à l'expert du développement, à un fonctionnaire international, à quelqu'un qui a fait 15 années dans les institutions internationales qui s'appelle Siaka Barry. Bon à savoir. Allez-y. Alors aujourd'hui, on présente un tableau sombre de la Guinée aujourd'hui. Les politiques, vous dites, vous êtes déçus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se dessine? Sur quoi est-ce qu'on peut aujourd'hui se baser pour vraiment sortir de cette crise politique? Qu'est-ce qui se dessine pour les Guinéens pour espérer sortir de sortir de cette situation? La révolution. Carrément. La révolution. Ouais. John Kennedy, il n'était pas révolutionnaire, disait que si vous rendez les révolutions pacifiques impossibles, vous rendez inévitables les révolutions violentes. On ne pourra pas aller sans révolution dans ce pays. On a tenté tout. Il n'y a pas de réforme que le général Lansana Conté n'a pas tenté avec ce pays. En 1985, il s'est attelé le 22 décembre 1985, dans son discours d'orientation, à jeter les bases d'une réforme durable. Il n'y a pas de réforme qu'il n'a pas tenté avec le gouvernement syrien. Il n'y a pas de restructuration qu'on n'a pas tenté dans ce pays. Tout tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que nous avons en face, non pas des textes désuets, les textes sont très honorables, mais nous avons en face un système qui est ancré. Un système qui a enraciné ses tentacules un peu partout, qu'il faudrait déboulonner, qu'il faudrait déraciner. En 2020, et la seule chose qui pourra déboulonner et déraciner ce système-là, c'est une révolution. Alors, qu'elle soit une révolution populaire, qu'elle soit une révolution pacifique, qu'elle soit une révolution des œillets, comme on l'a connu au Portugal, il faudrait une révolution. Alors, cette révolution, pour qu'elle ait lieu, probablement, il faut bien qu'il y ait, en tout cas, que la possibilité soit donnée à cette Guinée de connaître une alternance en 2020. Et pour que cela soit, il faut certainement que l'actuel chef de l'État se conforme aux exigences constitutionnelles en ce qui concerne les mandats présidentiels. Et depuis que le président Alpha Condé a entamé son second et dernier mandat constitutionnellement, il a été plusieurs fois questionné, interrogé par des médias sur son intention de respecter cette constitution. Et plus chaque fois qu'il a été questionné, il s'est borné à renvoyer la balle au peuple. Son ministre d'État, secrétaire général de la présidence, était il y a quelques jours sur le plateau de France 24. Il s'est inscrit dans la même logique. Et il y a ce week-end que des articles de presse ont circulé pour annoncer un soutien de Poutine à la cause d'un troisième mandat pour Alpha Condé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tous les signaux sont réunis, tous les ingrédients sont réunis pour que cet homme puisse briguer un troisième mandat en 2020? Bon, écoutez, je n'épilogue pas franchement sur des coupures de presse ou sur des bribes de rumeurs. Je ne vais pas rentrer dans ça, que Poutine soutienne un troisième mandat ou que l'Almami Samori Touré descende en personne pour soutenir. Là n'est pas la question. La question, c'est de savoir si le président de la République respectera son engagement pris vis-à-vis du peuple, pris vis-à-vis de sa propre personne, en jurant sur cette constitution de la respecter, de la faire respecter. Vous savez, c'est banal, mais ne négligeons pas cet aspect-là. Le président, par 2 fois, a juré sur cette constitution, en connaissance de cause, tout en sachant qu'il y a des clauses là-dedans qui l'empêchent d'aller au-delà de 2020, de respecter et de faire respecter cette constitution. Bien. Et cela dit, je ne suis pas d'accord avec ceux qui questionnent le président de la République sur la question du troisième mandat, très honnêtement. Y compris ceux dans la presse qui le font. Parce que je ne sais pas pourquoi nous allons créer la polémique ou le débat là où le débat a déjà été tranché. Ouais. Pourquoi une seule fois une presse n'a pas interpellé le président de la République sur la forme républicaine de l'État? Pourquoi on ne lui a pas dit, oui, monsieur le président, est-ce que vous voulez être un monarque désormais? Pourquoi on ne lui a jamais posé des questions sur son intention de remettre en cause la laïcité de l'État? C'est parce qu'on sait que ça, ce sont des clauses intangibles. Bien. Le verrou, bien. Justement. Donc, c'est des clauses intangibles. Autant ces clauses sont intangibles, autant le législateur a accepté que la clause maintenant liée au mandat soit intangible. Donc, si on ne peut pas le questionner sur la laïcité de la Guinée, sur la forme républicaine pour savoir, monsieur le président, vous voulez devenir roi maintenant. Sinon, si vous n'en tenez qu'au président Alpha Condé, il voudrait devenir roi. Monsieur le ministre, voilà. Monsieur le ministre, je comprends bien votre avis, mais là-dessus, permettez-moi de vous dire que vous avez tort.
le journaliste a vocation à informer. Mais au-delà de cela, lorsqu'il suppose qu'il y a des réalités qui font penser à une volonté de tripatouiller la Constitution, il a le droit de faire ce qu'on appelle lancer une alerte. C'est ce que nous faisons aussi, écoutez, vous ne pouvez pas vous-même créer les causes de l'alerte et lancer l'alerte. Ce qui est là, à ce que je sache, le président Alpha Condé... Il y a plusieurs commis de l'État qui sont exprimés sur la question et pas des moindres. Ça, on connaît aussi dans l'histoire récente de la Guinée qu'il y a eu tripatouillage de la Constitution. Quand on est donc dépositaire en quelque sorte de cette mémoire collective, permettez-nous de lancer l'alerte quand ça commence. Donc vous êtes en train de juger le procès Alpha Condé par les dires de ses commis. Mais écoutez, le président de la République s'est engagé à respecter et à faire respecter la Constitution. Justement. Lorsque ses commis sortent et qu'ils tiennent un tel propos, et que lui en retour ne les ramène pas à l'ordre, comprenez que silence équivaut à accepter. Je vous dis, j'étais l'un des hauts commis de cet État en tant que ministre, et je vous ai dit que le 12 août, mon mouvement a dénoncé ces commis-là et ces sirènes révisionnistes qui sont autour du président et qui voulaient l'entraîner donc sur un sentier très glissant pour lui. Bon, vous en avez parlé, nous aussi. Voilà. Mais est-ce que le président de la République, moi-même, qui suis haut commis et qui a eu donc courageusement à dire que ce n'était pas une bonne chose, est-ce qu'il m'a rappelé à l'ordre? Bien. Le président laisse le débat, mais ne lui prêtez pas une intention qu'il n'a pas encore exprimée. Voilà. Je dis encore une fois, je ne combattrai jamais le président Alpha Condé sur de simples intentions. Bien. Je l'attends à l'action et autour de l'action, le révolutionnaire s'exprimera. Voilà, Sia Kabari, notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Oui, avec notre invité ce matin, mon cher Titi, on va essayer de partir avec le jeu de photos. Monsieur le ministre, on vous montre une photo à la télévision, vous allez nous dire un peu ce que vous pensez de la personne. Qu'est-ce que vous pensez de la personne? Allez-y. Premièrement, forcément, pour ma part, Khalifa Gassama Diaby. En 2 mots. Gassama, c'est le prototype du courage, de l'honnêteté, de la conviction et surtout du devoir patriotique. Bantamasso. Bantamasso, très brouillon, très agité, mais pas forcément méchant certainement, pour qui je tire le chapeau pour avoir eu le courage de poursuivre les réformes que j'avais engagées au sein du ministère. Domani Doré. Oh, une battante, une brave dame que j'encourage d'ailleurs dans son combat et que je soutiens dans son combat. Martine Condé. C'est ma maman. Je sais qu'elle a beaucoup, elle a beaucoup de difficultés, maille à partir avec souvent la presse. Mais c'est ma maman, elle est bonasse, elle est gentille. Bon, elle fait un peu souvent dans le zèle, il faut le reconnaître, maman. Mais bon, c'est bien, elle est bien. Alors, c'est le d'Alain Diallo. Cellou Dalein, c'est, je dirais, le grand informaticien guinéen. Cellou Dalein, voilà l'homme qui veut effacer la mémoire des Guinéens comme on efface la mémoire d'un ordinateur. Voilà quelqu'un qui veut s'attaquer au cerveau des Guinéens comme on s'attaque au disque dur d'un ordinateur. On n'efface pas la mémoire d'un homme comme on efface la mémoire d'un ordinateur. Cellou Dalein est le symbole de la malgouvernance dans ce pays. Il a été le symbole de cette malgouvernance pendant 11 ans sous le régime de Lansana Conté. Bien. Et Cellou Dalein aujourd'hui veut se muer en prophète et en saint pour tromper des Guinéens amnésiques. Je ne suis pas de ces Guinéens-là et je lutterai, il est l'un des prototypes de ce système et je lutterai contre ce système et contre tous ses représentants. Alucène Makanera Kake. Oh, il est charmant. il est beau, c'est vrai. Beau et charmant. Ouais. Et moi je le trouve très bien. Vous savez, des lieux de finesse nous manquaient dans ce pays. Et, oui, des lieux de finesse nous manquaient dans ce pays. Makanera joue bien ce rôle. Il joue le rôle du fou du village. Il joue le rôle du griot. Il périclite à 360 degrés quand ça le chante. Et il est malheureusement et à son corps défendant le symbole de la transhumance politique dans notre pays. Sidia Touré et Lansana Kouyaté, les deux à la fois. Sidia Touré, un très bon technocrate qui a laissé de très bons souvenirs aux jeunes étudiants que j'étais lorsqu'il était Premier ministre. Et je pense qu'il a été incompris lorsqu'il était Premier ministre. Il aurait pu apporter beaucoup à cette nation. Ça, c'est le technocrate, un très bon technocrate. Mais le politique est un piètre politique. Je ne crois pas qu'il puisse faire bonne figure dans l'arène politique. Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté,
C'est l'homme des institutions internationales, le diplomate chevronné, qui peut beaucoup servir la Guinée, mais je crois qu'il peut servir surtout dans ce domaine sectoriel précis. Aussi en politique, je ne crois pas qu'il puisse avoir le talent nécessaire et les attributs nécessaires pour pousser loin le pion. Sia Kabari, notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.